J'appelle sur le plateau Jean-Luc Pinson. Jean-Luc, ami du commerce, bonsoir. Je t'en prie, c'est à toi, c'est parti. Merci de nous avoir rejoints pour Passion Commerce. Amis du commerce, bonsoir. Mesdames, surtout asseyez-vous, sinon les hommes vont être obligés de rester debout toute la soirée. Un homme ne peut pas rester assis alors qu'il y a encore des dames debout. Donc venez vous asseoir, prenez place. On m'a demandé de vous dire, en quelques mots, comment réagir dans une situation difficile. Si vous voulez, il y a quelque chose qui est très fort en ce moment, c'est que toutes les techniques du commerce, que ça s'appelle le Mercator, le Publicator, tout ce que vous voudrez, ça a été inventé pendant les 30 Glorieuses. Ça a été inventé pendant des moments où l'économie était autoporteuse. Aujourd'hui, donc, ce soir, mon boulot, c'est pas de vous parler du frein à main, parce que ça, ce serait la catastrophe. C'est au contraire du levier de vitesse. C'est-à-dire comment continuer à progresser quand les temps deviennent difficiles. Et en ce moment, ils le sont. Et vous savez que ce n'est pas la conjoncture économique internationale et nationale qui vont vous aider à vous laisser porter. Il n'y a plus de créneaux porteurs. Il y a des créneaux qu'on sait, nous, rendre porteurs. Et en ce moment, je vais résumer à toute vitesse les nouvelles qui fâchent. On a un taux de croissance plus que mou, raplapla. On a un endettement colossal. On a un déficit abyssal. Enfin, vous voyez, je pourrais vous en faire longtemps. Et on sait que le commerce extérieur, c'est moins 75 milliards. On arrive même à un moment où on commence à sentir des petits mouvements pas sympathiques dans la consommation que vous ressentez tous. Alors, rassurez-vous, les mauvaises nouvelles, je les ai mises au début pour qu'on puisse parler d'autre chose le restant de la soirée et aller vers les choses positives. Mais on ne peut pas partir si on ne sait pas d'où on part. Actuellement, on est dans une situation économique où les temps vont être globalement difficiles. Mais on vous donne des moyennes. On vous dit le pouvoir d'achat a baissé d'1,2. Mais la consommation, pour l'instant, elle n'a baissé que de 0,5. Ça veut dire qu'il y a eu des efforts. Et puis surtout, il faut comprendre que la moyenne, c'est l'art le plus élaboré du mensonge. Les moyennes, c'est pour les intellectuels. Sur le terrain, c'est jamais une moyenne qui rentre dans la boutique. Ce sont des individus et qui ont un comportement différent. Les moyennes, je prends une métaphore habituelle, je dis vous prenez une bassine d'eau bouillante, vous prenez une bassine d'eau glacée, vous mettez un pied dans chaque, la moyenne est bonne et vous avez mal aux deux pieds. Alors moi, je vais tâcher de voir avec vous tout ce qu'on a pu constater sur le terrain qui fonctionne. Alors, il y a des choses qui sont en train de bouger. La première chose, et c'est une bonne nouvelle pour le commerce de proximité, je crois que le président, vous parliez des efforts de proximité qui sont faits, c'est hyper important pour une raison très très forte. C'est qu'actuellement, on s'aperçoit que pendant des années et des années, on a cherché à faire venir le consommateur vers la distribution. Je résume, pendant des années, on a dit plus t'es gros, plus t'attires loin. Et ça vous a donné le règne des hyper. Et puis, vous avez vu, il y a eu une révolution intellectuelle dont on va se servir toute la soirée, c'est le web. Et le web a eu une conséquence extraordinaire, c'est qu'aujourd'hui, on est obligé de rapprocher l'offre de la demande, parce que les gens ont pris l'habitude de la disponibilité. Et vous voyez, dans les exigences de proximité, d'avoir près de chez soi l'offre et de pouvoir consommer sans être obligé de faire des kilomètres en voiture et d'aller dans un système énorme, c'est une exigence qui est devenue de plus en plus forte. Et ça, c'est la chance de la proximité. C'est la chance de la proximité à condition de bosser une offre qui va être ciblée sur sa zone de chalandise. Si vous voulez, il faut absolument que vous soyez des analystes permanents de votre zone de chalandise.
Actuellement, vous voyez ce qui est en train de bouger. Quand vous écoutez les spécialistes, ils vous disent tous la même chose. Ils vous disent en France, vieillissement de la population. Je suis désolé, ils ont de l'argent. Vous avez vu le rapport de la Cour des comptes qui disait qu'ils ont un revenu supérieur. Donc pleurons pas, il faut faire plaisir aux seniors, aux avantagés chronologiquement. Donc on saura les bosser. On s'aperçoit ensuite qu'il y a une autre évolution qui est très forte. C'est le changement de composition de la famille. Actuellement, on a des systèmes qui ont été inventés avec des caddies pour la famille, papa, maman, le petit garçon, la petite fille, le chien. Eh bien, actuellement, on a de plus en plus de gens qui vivent seuls ou à deux. Donc, ils ont besoin d'un commerce de proximité. Ils ont besoin d'un packaging. Ils ont besoin d'une offre qui va leur correspondre. Et ces gens-là sont de plus en plus nombreux et ils n'ont pas envie d'aller à l'autre bout du monde. Alors, quand vous êtes tout seul, acheter un pack de 20 yaourts dans un hyper, c'est plus un achat, c'est un investissement. Ça ne veut pas dire qu'ils n'iront pas. Ça ne veut pas dire qu'il faut supprimer les hyper. Ça veut dire qu'il y a de la place pour autre chose, un autre mode de commerce, une autre forme de distribution. Il y a une chose qui me paraît importante. Vous voulez réussir en période difficile, il faut penser comme un équipage de voilier qui va essuyer du gros temps. Quand vous êtes sur un voilier et qu'on vous annonce la tempête, bonjour. Quand on vous annonce la tempête, c'est pas la panique à bord. Mais qu'est-ce qu'on fait? Sur un bateau, on fixe tout ce qui risque de tomber et puis on prépare les petites voiles qu'on met sur le dessus. C'est-à-dire qu'on se met en position d'affronter une période difficile avec le plus de chances de traverser. Eh bien, ça, je crois que c'est ce qu'il faut faire. Alors, on va le développer collectivement et individuellement. On va commencer par l'individuel. C'est-à-dire qu'actuellement, il y a une chose qui me paraît très très importante. Surveillez votre trésorerie. Là, je suis désolé, mais je vous fiche mon billet que tous ceux qui vont passer le mieux cette période difficile, ce sont des gens qui auront en préoccupation permanente leur trésorerie et qui, de plus, quand ils se rendront compte qu'il y a des moments où il va en manquer, etc., au lieu de faire l'autruche et de se planquer en disant « peut-être qu'il va oublier de m'appeler, monsieur le banquier », c'est vous qui allez le prévenir en disant « de telle date à telle date, voilà, etc. » Et vous verrez que là, on passera. On passera, je sais que les trésoreries sont difficiles, qu'actuellement même, vous avez quelque chose qui vous rend vos calculs habituels plus difficiles, c'est la volatilité de la consommation. C'est-à-dire que vous aviez l'habitude d'avoir des moments où on savait que le tiroir caisse, c'était très bon. Et puis d'autres plus bas. Et puis là, en ce moment, on a des surprises. C'est-à-dire que là, on attendait foule nombreuse avec des moyens conséquents, on ne les voit pas venir. On se dit, flûte, j'ai raté la date, c'est fichu. Puis c'est le lendemain qu'ils arrivent, ou le mois d'après. Donc actuellement, il va falloir calculer. Un point très important, cette année, surtout, tenez bon sur les cadeaux de Noël. Pas de faux soldes et de promotions trop tôt. Vous avez compris? La crise, la difficulté. Il y a des gens qui attendent le 13e mois. Il y a des gens qui attendent de savoir s'ils auront les primes. Et donc, vous aurez deux mouvements sur les cadeaux de Noël. C'est déjà commencé avec les grands-parents qu'on les enveloppe. Et puis là, il y a des parents qui attendent. Et au dernier moment, ils feront les cadeaux. Et donc, vous verrez que les dernières semaines, il y a bon. Et ce sera important. Donc, il faut se préparer. Il ne faut pas casser les prix et casser la marge. Il faut donner envie de venir et faire saliver sur les produits. La deuxième chose qui va être très importante en ce moment, surveiller de près, et là, je dis, c'est du travail collectif, ce qu'il va falloir faire avec nos élus. Je sais qu'on en aura ce soir. Vous avez vu, actuellement, il y a une montée de la fiscalité qui n'est plus toujours proportionnelle aux résultats de l'entreprise. Et ce n'est pas la faute de nos maires. L'État a passé de la poche droite à la poche gauche un certain nombre de choses, et nos collectivités locales n'ont pas le droit de faire des exercices déficitaires, contrairement à l'État, qui s'en est pas privé depuis 1974. Donc là, actuellement, vous allez avoir des impôts locaux importants. Il faut savoir où on va et il faut se rendre compte
qu'actuellement, chaque fois qu'on met en place une fiscalité trop importante, pas proportionnelle aux résultats de l'entreprise, c'est très dangereux. Hein, vous voyez, votre marge monte, votre bénéfice monte, vos impôts montent, c'est normal. On est commerçant, on râle, c'est normal, mais on a les moyens de les payer. En revanche, c'est une période difficile. On est en train de surveiller sa trésorerie. On se rend compte que la consommation, il faut aller la chercher à la fourchette, à escargot, et des impôts énormes arrivent. Et ça, c'est collectivement, en réfléchissant, en ayant une action au niveau des associations, qu'on peut réfléchir en disant « Attention, on ne peut pas charger trop le commerce en disant le commerce, c'est non délocalisable. Aujourd'hui, à travers les pixels carrés, le web, avec des sites étrangers qui sont situés dans des paradis fiscaux ou qui ne payent pas d'impôts du tout, il peut y avoir concurrence déloyale. Et ça, c'est notre boulot d'en rendre conscient l'ensemble du système. Ensuite, il y a quelque chose qui est très important. Vous avez vu la montée, je vous ai dit, pour l'instant, on a un retour sur la proximité. Et ça, il va falloir le travailler. Et là, il y a quelque chose qui est formidable et qu'on peut travailler à la fois individuellement et collectivement, s'appelle le seuil de permissivité. Qu'est-ce que c'est? C'est la crise. Il ne fait pas beau. On nous parle d'impôts, on nous parle de catastrophes naturelles, on nous parle, etc. Alors, nom de Dieu, on a besoin de soulever le couvercle. Et on a besoin de se faire plaisir. Et très souvent, les gens, quand c'est la crise, les difficultés, etc., on s'aperçoit, ils vont faire les courses et ils se font plaisir. Et ils se font plaisir, pas n'importe comment, dans un seuil de permissivité. C'est-à-dire, combien est-ce que je peux mettre dans le commerce sur un coup de cœur, sans me poser de questions, sans mettre en danger les finances de la famille, sans que le banquier m'appelle en disant « Oulala, c'est la cata, il faut reconstituer le compte ». Eh bien, cette somme-là, 5 euros, 10 euros, 15 euros, il faut que dans toutes les vitrines de proximité, là où les gens passent tous les jours devant votre vitrine, il y ait quelque chose à voir. Dans le seuil de permissivité et dans votre niveau de gamme. Vous voyez, je prends Lacoste, qui part en Suisse, mais eux, pour faire le seuil de permissivité, c'est les petits bracelets. N'importe qui peut s'offrir un bracelet. S'ils sont mis en scène dans la vitrine, et faire sa vitrine, c'est la météo, c'est les événements locaux, ce sont les changements de saison, tout ce qui se passe. Qu'est-ce que j'ai dans le seuil de permissivité que je vais pouvoir mettre en vitrine? Parce que vous savez, il y a 3 sortes d'achats. Il y a les achats rationnels réalisés, c'est-à-dire on a prévu, on le sait, on l'achète. C'est 20%. Ça vous explique d'ailleurs pourquoi dans les grandes surfaces, on vous met 20% de la marque leader, puis autour, on vous met 70% de la marque distributeur, parce qu'il y a 70% d'achats de substitution. C'est-à-dire, j'avais envie de quelque chose, mais j'arrive, c'est l'autre marque qui est en promotion, ou on me donne un bon conseil, ou on me l'a exposé, etc. Je change d'avis. Et vous voyez bien, 20%, 70%, si j'ai acheté autre chose que prévu, je ne vais pas racheter ce que j'avais prévu. Le coup de cœur, c'est du loto. Hein? Vous avez mis en scène je vais avoir du mal à le dire, des chaussettes chaudes. Dans le seuil de permissivité, eh ben, c'est le pâtissier qui ne vendra pas sa religieuse. Mais comme quelqu'un d'autre viendra l'acheter, ce ne sera pas une catastrophe. Et le fait de faire entrer dans la boutique quelqu'un qui voit le reste, il va se dire, tiens, ça, je n'y avais pas pensé, c'est ça qui me plairait pour Noël. Et donc, l'achat coup de cœur qui fait entrer dans la boutique, c'est aussi un achat qui permet de préparer des achats rationnels réalisés derrière. C'est-à-dire, tiens, je l'ai vu là, je le veux, et je vais faire les économies qu'il faut, et je vais le programmer pour. Ça, c'est quelque chose de très important. Je dirais même, en ce moment, avec la crise, collectivement, vous allez gérer ce qu'on appelle l'échappée belle. L'échappée belle, c'est ces moments, vous voyez, c'est le changement de météo. C'est des moments où, d'un seul coup, ça va être la distribution des 13e mois des primes. Ça a été ce que vous avez vécu au moment de la prime rentrée des classes, où tout d'un coup, vous avez vu tout un tas de gens arriver et acheter. Eh bien ça, autrefois, c'était à des dates fixes. Et nous, on le programmait, en disant ça va être telle date, telle date, telle date. Aujourd'hui, c'est plus aléatoire. Et il faut que nos associations soient dans les starting blocks pour accompagner ce genre de plaisir. Et quand toute une rue sait travailler ça, accompagner ça, ben on s'aperçoit que les statistiques dont on nous parle à la radio,
sont pas vraies aujourd'hui et là, et qu'on remonte le chiffre d'affaires. La deuxième chose qui va être importante, je vous rappelle, c'est fini d'être gros. Aujourd'hui, c'est l'offre qui se rapproche de la demande. La deuxième chose, c'est l'urbanisme et la fiscalité. Sur l'urbanisme, les lois sont en retard, mais mon petit doigt m'a dit qu'on allait bouger l'année prochaine. Donc c'est la deuxième chose. Mais la troisième chose, et la plus importante, ce sont les nouvelles technologies. Vous avez vu le web. Alors certains sont allergiques. Je suis désolé, mais j'ai fait le pari que bientôt on ne parlera plus d'e-commerce, c'est-à-dire en 2020, pour une bonne raison, c'est que tout le monde sera sur le web. Je vois tous les pure players, alors ça c'est dans la langue de l'occupant, ceux qui ne font que du web. Ils sont tous en train d'ouvrir des boutiques ou de passer des accords avec des gens qui ont des boutiques. Et je vois des gens qui étaient des acharnés de la boutique qui ouvrent des sites web. Et regardez le chiffre d'affaires de l'année dernière, 37,7 milliards. Les petites indiscrétions que j'ai eues, si tout se passe bien, les derniers mois, ce sera 45 milliards, le chiffre d'affaires du web pour 2012. Donc vous voyez, ça commence à être sérieux. Vous allez me dire 45 milliards par rapport aux 550 milliards de la distribution de détail, c'est pas si énorme. Ouais, mais ça t'a changé toute la communication. Et il y a quelque chose qui vous énerve particulièrement, c'est le showrooming. Alors ça aussi, c'est de la langue de l'occupant, je vous le fais en français dans le texte. Ce sont des gens qui viennent chez vous, qui essayent, comparent, regardent, se font conseiller, puis vous disent « je vais réfléchir ». Ça veut dire « je vais acheter moins cher sur le web ». Et ça vous énerve. Bah oui, il faudrait que vous ayez des sites. Non seulement il faut avoir des sites pour canaliser ça, mais j'aurais le culot de vous dire, et ça je ne l'entends pas assez dire actuellement, il faut adapter les points de vente au fait qu'on ait le web. Si vous voulez dire je mets le web comme je mettrais une cerise sur le gâteau, et puis je m'occupe de rien et je ne change rien à mon aménagement, bon, ok, c'est un tuyau de plus, mais je l'ai mis à côté, je ne l'ai pas mis dedans. Je n'ai pas transformé les choses. Et regardez bien autour de vous, en ce moment, vous avez 4 stratégies qui sont développées. Première stratégie, c'est celle du drive. Vous connaissez le drive, vous avez 7 ou 8 000 références sur catalogue, vous commandez par le web, il y a même des gens qui commandent pendant qu'ils sont au bureau, je cafte. Ça ne met pas trop de temps parce que comme ils mettent en mémoire la liste, ils la retrouvent d'une semaine sur l'autre. Tac, et puis le nombre d'heures fixées par l'enseigne qui varie entre 2 et 6, vous allez chercher votre paquet avec votre voiture, il y a un bagueur qui vous met ça dans le coffre, vous avez payé soit par le web, soit à la borne. Génial. Génial, sauf que ça vous ramène à l'extérieur. Sauf que ça revient vers la voiture, alors qu'on a développé des centres-villes, qu'on a développé des transports en commun, et qu'on dit il faut développement durable. Eh bien, moi, je vois tout un tas de commerçants qui m'ont développé des drives locaux. Il y en a qui l'ont fait collectivement, c'est le Puy-en-Velay. Et puis, je m'aperçois, plus je vais chez les commerçants qui me disent bah, finalement, le web, ce n'est pas un problème. Eh bien, ils ont eu des stratégies. Alors, premier truc, style drive. Le point de vente devient un lieu de ripage bas de gamme. Je vous le déconseille dans la région, mais vous voyez bien, je sais que le système de vente, c'est le web, mais c'est là qu'on vient chercher, qu'on vient toucher, voir, échanger, râler si besoin est, etc. Donc, c'est bas de gamme. Deuxième système que je vois développer, c'est au contraire, alors, c'est un nouveau mot qui vient de sortir, je suis désolé, le français devient très torturé, mais je l'emploie, les gamistes. C'est-à-dire des gens plutôt haut de gamme, vous apercevez que le point de vente est devenu un showroom, un lieu de démonstration, un lieu de contact, d'échange, etc., où on ne parle pas d'affaires mercantiles. Le web est là pour ça. Je dirais même, vous voyez des gens, allez faire un tour dans une Apple Store. C'est génial de voir, alors ce n'est pas l'Apple que je vends, c'est l'attitude des jeunes qui sont là. Ils sont en train de discuter entre eux, etc. C'est un club. Et puis, alors qu'ils ont le web, ils l'ont même sur le téléphone, ils commandent sur place par la borne.
Vous voyez la démarche? Le point de vente est devenu un lieu de showroom. Troisième méthode. C'est une méthode que je vois plus à l'étranger qu'en France. On a fait des points de vente ludiques. Alors tout à l'heure, quand on parlera de votre camping, on y reviendra. Mais vous voyez, le point de vente devient un lieu de plaisir, de contact, etc. Véritablement, c'est du fun shopping, comme ils disent. Plaisir de vivre. Ça demande des points de vente plus grands. Je ne suis pas sûr que tout le monde puisse le faire. Hein, mais quand on a de l'espace ou quand on a des choses à l'extérieur, je pense à certains d'entre vous en animalerie, en jardinage, en fleurisme. Il y a des trucs à inventer et vous pourriez être pionnier. Et puis la quatrième méthode, et là je suis sûr qu'ici vous la bossez déjà, c'est l'art de la boutique. C'est-à-dire, il y a le web, mais s'il y a des pixels carrés, les mètres carrés vous en donnent plus, c'est de la relation humaine, c'est du contact, c'est du conseil, c'est de l'accueil, c'est du sourire. C'est quelque chose qui fait que être un prolongement d'écran et communiquer comme on peut communiquer dans certaines boutiques, ce n'est pas la même chose. Et ça fait un plus, ce qui n'empêche pas de conforter le chiffre d'affaires par le web. Et je le mesure même, j'ai des fans de certaines boutiques qui habitent loin de la boutique et qui sont ravis de toujours de commander chez le même par le web. C'est très net d'ailleurs avec les touristes étrangers quand ils ont trouvé des produits qui les passionnent. Donc ça, ces 4 points-là sont des points essentiels. Regardez votre boutique, vous dites, bon, par rapport à des gens qui offrent le web, allez regarder les sites, profitez des ateliers pour les découvrir. Vous vous apercevez qu'à certains moments, tiens, ça dans mon point de vente, est-ce que c'est toujours utile? Est-ce que c'est toujours à la mode? Est-ce que ce coin-là vend bien? Comment est-ce que je pourrais le transformer pour tenir compte de cette modernité? Je dirais même pour ceux qui se disent « Eh bien Jean-Luc, je prendrai ma retraite avant que ça m'arrive », le fait de démarrer alors qu'on connaît son point de vente, c'est peut-être ça qui vous fera vendre. C'est peut-être ça qui fera qu'il y aura une transmission réussie d'entreprise. Donc là, investissez, c'est hyper important. Dernier point que je voudrais traiter avec vous. En période difficile, ne vous plantez pas sur les niveaux de gamme. Ma terreur, c'est de voir beaucoup de commerçants dire « Bon, c'est la crise, il paraît que l'année prochaine, c'est le pire de tout parce que tous les effets fiscaux vont arriver en même temps. Alors, je vais vendre pas trop cher, mais quand même pas trop bas de gamme. Je suis désolé, c'est la bêtise avec un C majuscule à ne pas commettre. » Parce qu'actuellement, vous vous apercevez que tous ceux que j'ai connus, puisque j'ai le plaisir d'en connaître certains d'entre vous depuis des années, on a démarré avec une pyramide de la consommation. Et on parlait tous de la pyramide de la consommation. Aujourd'hui, on est sur un diabolo de la consommation. Et actuellement, vous voyez, si en 1980, 52% des dépenses commercialisables allaient vers le moyen de gamme, aujourd'hui, le moyen de gamme représente un peu moins de 10%. Et vous apercevez qu'il y a 2 choses qui sont montées, l'haut de gamme et le bas de gamme. Et actuellement, je suis désolé, hein, mais ce qui marche, c'est Porsche et c'est Dacia. C'est pas Peugeot. Hein, c'est pas le moyen de gamme. Et donc, en ce moment, vous apercevez que des gens, et oui, c'est normal, quand vous avez des choix budgétaires à réaliser, vous êtes obligé de dire, je ne peux pas réduire toute ma consommation de la même façon. Essayez de réduire vos impôts, essayez de réduire vos remboursements d'immobilier, etc. Vous ne pouvez pas. Du coup, vous êtes obligé de faire des impasses complètes. Et il y a 2 sortes de produits, ceux dans lesquels vous investissez et ceux dans lesquels vous investissez le moins souvent possible et le moins cher possible. Et du coup, soit c'est le haut de gamme, soit c'est le bas de gamme. Et le milieu de gamme, il en reste un petit peu, 9%. Mais ce n'est pas là que les gens sont en train de tourner. Hein, l'autre fois, j'ai expliqué ça à un marchand de vélo qui m'a dit « Ah ben Jean-Luc, c'est simple. Hein. Moi, avant, le vélo qui se vendait bien, c'était le vélo à 700 ou 800 euros. Maintenant, je vends soit des vélos à 150 euros, soit des vélos à 6 000 euros en carbone. Et puis, le milieu de gamme, eh ben, je les ai offerts comme lot à la tombola. Voilà. Bon, donc, vous voyez, c'est en train de bouger. Surtout, vous ne vous trompez pas sur les gammes. Et puis, dernier point, c'est la créativité. Vous voyez, en ce moment, tout le monde vous parle d'innovation. Et vous vous apercevez, il y a même eu
une rencontre au rendez-vous du commerce sur l'innovation. Alors, je ne l'ai pas animé parce que c'était uniquement les grands concepts, les grandes enseignes qui avaient des attachés de presse qui étaient réunis. Et moi, quand on va sur le terrain, comme on l'est venu depuis des années, et puis avec Passion Commerce, on s'est aperçu que, en plus de l'accueil, du sourire, de l'aménagement perpétuel, etc., vous aviez inventé des méthodes d'innovation. Alors, je les résume. Le do it yourself. Encore la langue. Bon, faites-le soi-même. C'est-à-dire des gens qui apprennent à des gens à faire et qui contrôlent. Vous voyez, les personnes se disent, c'est la crise, oulala, changer mes freins, ça coûte cher, mais il faut que je les change quand même. Seulement, si je le fais tout seul, au moment où je vais freiner, ça va peut-être se sentir. Ils viennent chez vous, ils le font, mais c'est vous le professionnel qui contrôlez. Alors, ça peut être des ateliers cuisine, ça peut être des ateliers de textile. Enfin, de tous les côtés, j'en ai vu. J'ai peu de temps, il commence à me faire des signes. Ça veut dire que j'ai plus que 3 minutes. Donc, le système... Ah oui, mais on a nos codes. Donc, vous voyez, sur le système, la deuxième chose, et là, je parle devant un président de chambre de commerce et d'industrie, et si le mot a un sens, aujourd'hui, c'est qu'on a des industriels et des commerçants, on a des producteurs, devrais-je dire, qui réfléchissent le circuit court. C'est-à-dire, je produis quelque chose qui est en face avec un marché et j'ai dans le coin mes distributeurs qui travaillent du produit qui a l'accent du terroir. Et ça fait un carton. Vous avez vu qu'Obama, pour ses balles d'investiture, n'est venu que dans les balles où les produits consommés avaient été produits à moins de 90 km à la ronde. Je ne sais pas si ça couvre tout le département, Monsieur le Président, mais je ne trouve pas ça idiot. Il y a quelque chose à travailler de notre côté, et je vois les AMAP, les produits locaux, etc., quand ils sont mis en scène et distribués, ça marche. Vous avez enfin quelque chose qui est extraordinaire, ce sont les vieux métiers traditionnels qui s'adjoignent les nouvelles technologies. Et le fait de mettre en scène des produits qui sont des produits traditionnels, mais qui deviennent disponibles sur une plus vaste échelle, c'est-à-dire la niche qui s'ouvre, je dirais, à toute la France, par les nouvelles technologies, il y a bon, ce n'est pas la crise. Et puis, dernier point, c'est quand on adjoint le métier et une passion, et qu'on rend un service passion qui fait qu'on crée un lien avec sa clientèle qui est quelque chose d'extraordinaire. Vous voyez, l'autre jour, je discutais avec un restaurateur, ami de la gendarmerie, il disait le problème des gens sur le vin, sur l'alcool, etc., c'est qu'ils veulent pouvoir souffler la tête haute. Problème, on ne va plus les faire souffler. Son concept, je vais les chercher chez eux, en berline. Je les amène, soirée, dégustation, etc. On les ramène sur place. Il n'y a aucun danger. Tout le monde est heureux. Ça peut être toutes sortes de choses, mais chaque fois que vous mettez de la passion dans le service avec vos activités, ça fait un tabac. Et c'est la meilleure façon d'oublier complètement la crise. Alors, si vous retenez rien de ce qu'on a pu raconter ce soir, hein, n'oubliez jamais, quand vous serez là en vous demandant, ils vont venir, oui, plus je rapproche mon offre de mes clients, plus je gagne. Ensuite, si j'ai bien surveillé ma trésorerie, j'aurai les moyens de réagir plus vite que ceux qui seront obligés de téléphoner à leurs fournisseurs et je les battrai d'une longueur. Ensuite, si j'ai pris la précaution de réviser mon point de vente par rapport à cette invasion de pixels carrés et que je donne un plus, j'ai encore le pas d'avance. Et enfin, si j'ai trouvé mon créneau d'innovation, eh bien, je vous fiche mon billet que vous passerez la crise et que vous allez rendre vos clients heureux. Chers amis, c'est tout le mal que je vous souhaite. Bon travail. Merci.